Alphonse Allais, œuvre Antume, collection bouquins, Robert Laffont. À se tordre, histoire chanoiresque, 1891. Embordé. Le jeune et brillant maréchal des logis d'artillerie Raoul de Montcocasse est radieux. On vient de le charger d'une mission qui, tout en flattant son amour-propre de sous-officier, lui assure pour le lendemain une de ces bonnes journées qui comptent dans l'existence d'un canonnier. Il s'agit d'aller à Saint-Cloud avec 3 hommes, prendre possession d'une pièce d'artillerie et de la ramener au fort de Vincennes. Rassurez-vous, lecteur pitoyable, cette histoire se passe en temps de paix et, durant toute cette page, notre ami Raoul ne courra pas de sérieux dangers. Dès l'aube, tout le monde était prêt, et la petite cavalcade se mettait en route. Un temps superbe. Jolie journée, fit Raoul en caressant l'encolure de son cheval. En disant jolie journée, Raoul ne croyait pas si bien dire, car pour une jolie journée, ce fut une jolie journée. On arriva à Saint-Cloud sans encombre, mais avec un appétit d'artilleur qui rêve que ses obus sont en mortadelle. Très en fond ce jour-là, Raoul offrit à ses hommes un plantureux déjeuner à la caboche verte. Tout en fumant un bon cigare, on prit un bon café et un bon pousse-café, suivi lui-même de quelques autres bons pousse-café, et on était très rouge quand on songea à se faire livrer la pièce en question. Ne nous mettons pas en retard, remarqua Raoul. Je crois avoir observé plus haut qu'il faisait une jolie journée. Or, une jolie journée ne va pas sans un peu de chaleur. Et la chaleur est bien connue pour donner soif à la troupe en général, et particulièrement à l'artillerie, qui est une arme d'élite. Heureusement, la Providence, qui veille à tout, a saupoudré les bords de la Seine d'un nombre appréciable de joyeux mastroquets, humecteurs jamais las, des gosiers desséchés. Raoul et ses hommes absorbèrent des flots de ce petit argenteuil qui vous évoque bien mieux l'idée du saphir que du rubis, et qui vous entre dans l'estomac comme un tire-bouchon. On arrivait aux fortifications. Pas de blague maintenant, commande Montcocasse, plein de dignité. Nous voilà en ville. Et les artilleurs, subitement envahis par le sentiment du devoir, s'appliquèrent à prendre des attitudes décoratives en rapport avec la mission qu'ils accomplissaient. Le canon lui-même, une bonne pièce de bange des 90, sembla redoubler de gravité. À la hauteur du pont Royal, Raoul se souvint qu'il avait tout près, dans le faubourg Saint-Germain, une brave tante qu'il avait désolée par ses jeunes débordements. C'est le moment, se dit-il, de lui montrer que je suis arrivé à quelque chose. Au grand galop, avec l'épouvantable tumulte de bronze sur les pavés de la rue de l'Université, on arriva devant le vieil hôtel de la Douairière de Montcocasse. Tout le monde était aux fenêtres, la Douairière comme les autres. Raoul fit caracoler son cheval, mit le sabre au clair et, saisissant son képi comme il l'eût fait de quelque feutre empanaché, il salua sa tante ahurie, tel lépreux sans ancêtre, et disparut, lui, ses hommes et son compagnon, comme en rêve. La petite troupe, toujours au galop, enfila la rue de Vaugirard, et l'on se trouva bientôt à l'Odéon. Justement, il y avait un encombrement. Un omnibus Panthéon place Courcelles jonchait le sol, un essieu brisé. Toutes les petites femmes de la brasserie Médicis étaient sur la porte, ravies de l'accident. Raoul, qui avait été l'un de leurs meilleurs clients, fut reconnu tout de suite. Raoul, ohé, Raoul, descends donc de ton cheval, et feignant. Sans être pour cela un feignant, Raoul descendit de son cheval et ne crut pas devoir passer si près du Médicis sans offrir une tournée à ses dames. Avec la solidarité charmante des dames du quartier latin, Nana conseilla fortement à Raoul d'aller voir Camille, au Furet. Ça lui ferait bien plaisir. Effectivement, cela fit grand plaisir à Camille de voir son ami Raoul en si bel attirail. Va donc dire bonjour à Palmyre, au coucou, ça lui fera bien plaisir. On alla dire bonjour à Palmyre, laquelle envoya Raoul dire bonjour à René, au Pantagruel. Docile et tapageur, le bon canon suivait l'orgie, l'air un peu étonné du rôle insolite qu'on le forçait à jouer. Les petites femmes se faisaient expliquer le mécanisme de l'engin meurtrier et même Blanche, du Darcourt, eut à ce propos une réflexion que devraient bien méditer les monarques belliqueux. Faut-il que les hommes soient bêtes de fabriquer des machines comme ça pour se tuer, comme si on ne claquait pas assez vite tout seul. De bock en fine champagne, de fine champagne en absinthe anisette, d'absinthe en bitter, on arriva tout doucement à 7 heures du soir. Il était trop tard pour rentrer. On dîna au quartier latin et on y passa la soirée. Les sergents de ville commençaient à s'inquiéter de ce bruyant canon et de ces chevaux fumants qu'on rencontrait dans toutes les rues à des allures inquiétantes. Mais que voulez-vous que la police fasse contre l'artillerie? Au petit jour, Raoul, ses hommes et son canon faisaient une entrée modeste dans le fort de Vincennes. Au risque d'affliger le lecteur sensible, j'ajouterai que le pauvre Raoul fut cassé de son grade et condamné à quelques semaines de prison. À la suite de cette aventure, complètement dégoûté de l'artillerie,
il obtint de passer dans un régiment de Spahis, dont il devint tout de suite le plus brillant ornement. Un moyen comme un autre. Il y avait une fois un oncle et un neveu. Lequel qu'était l'oncle? Comment lequel? C'était le plus gros, parbleu. C'est donc gros, les oncles? Souvent. Pourtant, mon oncle Henri n'est pas gros. Ton oncle Henri n'est pas gros parce qu'il est artiste. C'est donc pas gros, les artistes? Tu m'embêtes. Si tu m'interromps tout le temps, je ne pourrai pas continuer mon histoire. Je ne vais plus t'interrompre, va. Il y avait une fois un oncle et un neveu. L'oncle était très riche, très riche. Combien qu'il avait d'argent? 1700 milliards de rentes et puis des maisons, des voitures, des campagnes. Et des chevaux? Parbleu, puisqu'il avait des voitures. Des bateaux? Est-ce qu'il avait des bateaux? Oui, 14. À vapeur? Il y en avait 3 à vapeur, les autres étaient à voile. Et son neveu, est-ce qu'il allait sur les bateaux? Fiche-moi la paix, tu m'empêches de te raconter l'histoire. Raconte-la, va, je ne vais plus t'embêter. Le neveu, lui, n'avait pas le sou, et ça l'embêtait énormément. Pourquoi que son oncle lui en donnait pas? Parce que son oncle était un vieil avare qui aimait garder tout son argent pour lui. Seulement, comme le neveu était le seul héritier du bonhomme, qu'est-ce que c'est, héritier? Ce sont les gens qui vous prennent votre argent, vos meubles, tout ce que vous avez, quand vous êtes mort. Alors pourquoi qu'il ne tuait pas son oncle, le neveu? Eh bien, tu es joli, toi. Il ne tuait pas son oncle, parce qu'il ne faut pas tuer son oncle, dans aucune circonstance, même pour en hériter. Pourquoi qu'il ne faut pas tuer son oncle? À cause des gendarmes. Mais si les gendarmes le savent pas, les gendarmes le savent toujours. Le concierge va les prévenir. Et puis, du reste, tu vas voir que le neveu a été plus malin que ça. Il avait remarqué que son oncle, après chaque repas, était rouge. Peut-être qu'il était saoul. Non, c'était son tempérament, comme ça. Il était apoplectique. Qu'est-ce que c'est, apoplectique? Apoplectique. Ce sont des gens qui ont le sang à la tête et qui peuvent mourir d'une forte émotion. Moi, je suis apoplectique. Non, et tu ne le seras jamais. Tu n'as pas une nature à ça. Alors le neveu avait remarqué que surtout les grandes rigolades rendaient son oncle malade, et même une fois il avait failli mourir à la suite d'un éclat de rire trop prolongé. Ça fait donc mourir, de rire? Oui, quand on est apoplectique. Un beau jour, voilà le neveu qui arrive chez son oncle, juste au moment où il sortait de table. Jamais il n'avait si bien dîné. Il était rouge comme un coq et soufflait comme un phoque. Comme les phoques du jardin d'acclimatation? Ce ne sont pas des phoques d'abord, ce sont des otaries. Le neveu se dit, voilà le bon moment. Et il se met à raconter une histoire drôle. Drôle. Raconte-la moi, dit. Attends un instant, je vais te la dire à la fin. L'oncle écoutait l'histoire et il riait à se tordre, si bien qu'il était mort de rire avant que l'histoire fût complètement terminée. Quelle histoire donc qu'il lui a racontée? Attends une minute. Alors quand l'oncle a été mort, on l'a enterré et le neveu a hérité. Il a pris aussi les bateaux. Il a tout pris puisqu'il était son seul héritier. Mais quelle histoire qu'il lui avait racontée à son oncle? Eh bien celle que je viens de te raconter. Laquelle? Celle de l'oncle et du neveu. Fumiste, va. Et toi donc? Collage. Le docteur Joris Abraham W. Snowdrop, de Pigtown, USA, était arrivé à l'âge de 55 ans, sans que personne de ses parents ou amis eût pu l'amener à prendre femme. L'année dernière, quelques jours avant Noël, il entra dans le grand magasin du 37e Square, objet artistique en banaloïd, pour y acheter ses cadeaux de Christmas. La personne qui servait le docteur était une grande jeune fille rousse, si infiniment charmante qu'il en ressentit le premier trouble de toute sa vie. À la caisse, il s'informa du nom de la jeune fille. Miss Bertha. Il demanda à Miss Bertha si elle voulait l'épouser. Miss Bertha répondit que, naturellement, of course, elle voulait bien. 15 jours après cet entretien, la séduisante Miss Bertha devenait la belle Mistress Snowdrop. En dépit de ses 55 ans, le docteur était un mari absolument présentable. De beaux cheveux d'argent encadraient sa jolie figure toujours soigneusement rasée. Il était fou de sa jeune femme, aux petits soins pour elle et d'une tendresse touchante. Pourtant, le soir des noces, il lui avait dit avec une tranquillité terrible: Bertha, si jamais vous me trompez, arrangez-vous de façon que je l'ignore. Et il avait ajouté: dans votre intérêt. Le docteur Snowdrop, comme beaucoup de médecins américains, avait en pension chez lui un élève qui assistait à ses consultations et l'accompagnait dans ses visites. Excellente éducation pratique qu'on devrait appliquer en France. On verrait peut-être baisser la mortalité qui afflige si cruellement la clientèle de nos jeunes docteurs. L'élève de M. Snowdrop, George Arthurson, joli garçon d'une vingtaine d'années, était le fils d'un des plus vieux amis du docteur,
et ce dernier l'aimait comme son propre fils. Le jeune homme ne fut pas insensible à la beauté de Miss Bertha, mais, en honnête garçon qu'il était, il refoula son sentiment au fond de son cœur et se jeta dans l'étude pour occuper ses esprits. Bertha, de son côté, avait aimé Georges tout de suite, mais, en épouse fidèle, elle voulut attendre que Georges lui fît la cour le premier. Ce manège ne pouvait durer bien longtemps, et un beau jour, Georges et Bertha se trouvèrent dans les bras l'un de l'autre. Honteux de sa faiblesse, Georges se jura de ne pas recommencer, mais Bertha s'était juré le contraire. Le jeune homme la fuyait, elle lui écrivait des lettres d'une passion débordante. Être toujours avec toi, ne jamais nous quitter, de nos deux êtres ne faire qu'un être. La lettre où flamboyait ce passage tomba dans les mains du docteur qui se contenta de murmurer C'est très faisable. Le soir même, on dîna à White Oak Park, une propriété que le docteur possédait aux environs de Pigtown. Pendant le repas, une étrange torpeur invincible s'empara des deux amants. Aidé de Joe, un nègre athlétique qu'il avait à son service depuis la guerre de sécession, Snowdrop déshabilla les coupables, les coucha sur le même lit et compléta leur anesthésie grâce à un certain carbure d'hydrogène de son invention. Il prépara ses instruments de chirurgie aussi tranquillement que s'il se fût agi de couper un corps à un Chinois. Puis, avec une dextérité vraiment remarquable, il enleva, en les désarticulant, le bras droit et la jambe droite de sa femme. À Georges, par la même opération, il enleva le bras gauche et la jambe gauche. Sur toute la longueur du flanc droit de Bertha, sur toute la longueur du flanc gauche de Georges, il préleva une bande de peau large d'environ 3 pouces. Alors, rapprochant les deux corps de façon que les deux plaies vives coïncidassent, il les maintint collés l'un à l'autre, très fort, au moyen d'une longue bande de toile qui faisait 100 fois le tour des jeunes gens. Pendant toute l'opération, Bertha ni Georges n'avaient fait un mouvement. Après s'être assuré qu'ils étaient dans de bonnes conditions, le docteur leur introduisit dans l'estomac, grâce à la sonde œsophagienne, du bon bouillon et du bordeaux vieux. Sous l'action du narcotique habilement administré, ils restèrent ainsi 15 jours sans reprendre connaissance. Le 16e jour, le docteur constata que tout allait bien. Les plaies des épaules et des cuisses étaient cicatrisées. Quant aux deux flancs, il n'en formait plus qu'un. Alors, Snowdrop eut un éclair de triomphe dans les yeux et suspendit les narcotiques. Réveillés en même temps, Georges et Bertha se crurent le jouet de quelque hideux cauchemar. Mais ce fut bien autrement terrible quand ils virent que ce n'était pas un rêve. Le docteur ne pouvait s'empêcher de sourire à ce spectacle. Quant à Joe, il se tenait les côtes. Bertha surtout poussait des hurlements de hyène folle. De quoi vous plaignez-vous, ma chère amie interrompit doucement Snowdrop. Je n'ai fait qu'accomplir votre vœu le plus cher, être toujours avec toi, ne jamais nous quitter, de nos deux êtres ne faire qu'un être. Et, souriant finement, le docteur ajouta C'est ce que les Français appellent un collage.